Je m'appelle Lucie. J'ai 24 ans, et je viens d'acheter ma première maison après avoir subvenu à mes besoins depuis l'âge de 16 ans. À travers d'innombrables services doubles et des vacances sacrifiées, j'ai construit mon avenir brique par brique. Ce rêve s'est transformé en cauchemar lorsque ma propre mère s'est tenue dans mon jardin et a hurlé que j'avais volé l'avenir de mon frère. Mais rien n'aurait pu me préparer aux documents juridiques qui sont arrivés une semaine plus tard. Mes parents me poursuivaient réellement en justice pour ma propre maison durement gagnée. Si vous regardez cette vidéo et que des membres de votre famille ont déjà essayé de s'attribuer le mérite de votre succès, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite prouve que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. J'ai grandi à Millfield, une de ces petites villes du Midwest où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Ma famille semblait normale de l'extérieur, une vie typique de classe moyenne, avec mon père Thomas qui travaillait comme comptable dans le cabinet local et ma mère Diane qui gérait la maison avec une poigne de fer et des goûts de luxe. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était d'une clarté cristalline depuis mes plus lointains souvenirs. Mon jeune frère, Kevin, était l'enfant prodige, et j'étais celle qui passait après. Chacune de mes réussites était mesurée à l'aune de ce que Kevin pourrait un jour accomplir. Je ramenais des A à la maison. C'est bien, mais as-tu vu comment Kevin a marqué le but de la victoire à son match de football? Je gagnais le concours de sciences. Kevin a été invité à une fête d'anniversaire chez le maire. Le schéma était incessant et épuisant. Je me souviens d'être assise à la table de notre cuisine en classe de seconde, demandant nerveusement à mes parents s'ils pouvaient m'aider avec $300 pour un voyage scolaire à Washington, D.C. Mon professeur d'histoire m'avait spécifiquement recommandé pour ce programme d'excellence. Le silence qui a suivi résonne encore dans ma mémoire. Nous économisons pour l'avenir de Kevin, a finalement dit mon père, sans même lever les yeux de son journal. L'université ne va pas se payer toute seule, et il a un réel potentiel. Et mon avenir à moi, ai-je demandé doucement. Ma mère a soupiré comme si j'étais particulièrement difficile. Lucie, tu sais que ton frère a des opportunités spéciales qui l'attendent. Tu es assez intelligente pour te débrouiller toute seule. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon oreiller. Mais au matin, une détermination s'était cristallisée en moi. Si mon avenir ne valait pas la peine qu'on y investisse, je le construirais moi-même sans jamais plus leur prendre un seul centime. Le lendemain après l'école, je suis entré dans tous les commerces de notre petit centre-ville. Au coucher du soleil, j'avais un travail de serveuse au Darlene's Diner, commençant ce week-end-là. Darlene elle-même m'a embauché, une femme dure mais juste qui est devenue l'une des premières adultes à réellement voir mon potentiel. Ces premiers mois ont été brutaux. J'allais directement de l'école au restaurant, je travaillais jusqu'à la fermeture, puis je restais éveillé tard pour finir mes devoirs. Mes notes ont légèrement baissé au début, ce que mes parents ont immédiatement souligné, mais j'ai ajusté mon emploi du temps, supprimant toute vie sociale pour maintenir mon niveau scolaire tout en travaillant près de 30 heures par semaine. Le jour de mon 16e anniversaire, au lieu de demander des cadeaux, je suis allé à la coopérative de crédit locale et j'ai ouvert mon premier compte bancaire sans mes parents. Le caissier a semblé surpris lorsque j'ai insisté pour qu'aucun nom parental ne soit ajouté, mais quelque chose dans mon expression a dû communiquer mon sérieux. Gagner mon propre argent a tout changé. La première fois que j'ai compté $1000 dans mes économies, je me suis assise sur mon lit, fixant le relevé de compte avec incrédulité. C'était à moi. J'avais gagné chaque centime. La fierté que j'ai ressentie était quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais donné. Cet entêtement inutile commence à vieillir, Lucie, a commenté ma mère lorsque j'ai commencé à acheter mes propres vêtements, fournitures scolaires et articles personnels. Nous sommes tes parents. C'est ce que nous sommes censés faire. Vous avez clairement indiqué où les ressources familiales devaient aller, ai-je répondu calmement. Je respecte votre décision. Cette réponse l'a exaspérée, mais que pouvait-elle dire? Qu'elle était en colère que je ne sois pas un fardeau financier? Au restaurant, l'un de nos clients réguliers était Monsieur Patterson, un conseiller financier à la retraite qui laissait toujours de généreux pourboires. Il m'a remarqué en train de lire un livre de la bibliothèque sur les finances personnelles pendant un service calme et a commencé à partager sa sagesse sur l'investissement, l'épargne et la constitution de crédit. Ses leçons au comptoir du déjeuner avaient plus de valeur que tout ce que j'ai appris à l'école. La plupart des gens de ton âge pensent à comment dépenser de l'argent, m'a-t-il dit. Tu penses déjà à comment le faire fructifier. Cette mentalité est ton plus grand atout. En terminale, je travaillais 30 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 3,8.
J'ai appris à fonctionner avec 6 heures de sommeil et suis devenu une experte pour maximiser chaque minute de ma journée. Au moment de la remise des diplômes, j'avais près de 10 000 $ d'économie et une bourse partielle pour l'université d'État, assez pour rendre mes rêves universitaires possibles si je continuais à travailler. La fête de remise des diplômes commune que mes parents ont organisée me fait encore mal quand j'y pense. Elle était censée être pour moi et pour Kevin, qui terminait sa première avec des notes tout juste passables. Pourtant, la célébration comprenait un diaporama montrant principalement les réussites de Kevin, ma remise de diplôme semblant être une simple formalité. Le gâteau portait même l'inscription « Félicitations, Lucie et future star Kevin ». J'ai souri pendant tout ce temps, sachant que mon compte en banque représentait une liberté qu'il ne pouvait pas m'enlever. L'université d'État n'était pas l'école de mes rêves, mais avec ma bourse académique partielle et les frais de scolarité de l'État, c'était financièrement réalisable. J'avais calculé exactement combien je devais gagner pour couvrir le reste des frais de scolarité, les livres, le logement et la nourriture. Mes feuilles de calcul détaillées auraient impressionné n'importe quel comptable, y compris mon père, bien qu'il n'ait jamais demandé à les voir. Pendant la semaine d'orientation, alors que les autres étudiants de première année faisaient la fête et décoraient leur chambre de dortoir, je postulais pour des emplois. J'ai gardé mon poste chez Darlene le week-end, faisant les 2 heures de route pour retourner à Millfield chaque vendredi soir. Dès la 2e semaine de cours, j'avais obtenu un poste à la bibliothèque du campus qui s'adaptait à mon emploi du temps. Ma situation de logement n'était pas idéale, une maison de 5 chambres partagée avec 6 autres étudiants, mais à 350 $ par mois, charges comprises, c'était l'option la plus économique. J'ai pris la véranda aménagée, qui manquait d'intimité mais avait le loyer le plus bas. Le premier hiver a été brutalement froid avec les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, mais j'ai acheté des rideaux thermiques dans une friperie et je portais plusieurs couches pour dormir. Pendant ce temps, Kevin commençait sa terminale au lycée avec une voiture toute neuve que mes parents lui avaient offerte pour l'aider avec ses candidatures universitaires. L'ironie ne m'a pas échappé alors que j'attendais aux arrêts de bus sous la pluie. Ma vie sociale universitaire consistait presque entièrement en amitié nouée avec d'autres étudiants qui travaillaient. Nous comprenions la réalité de chacun, couvrir les services de quelqu'un qui avait un examen, partager les manuels pour économiser de l'argent et célébrer les petites victoires comme trouver de la nourriture gratuite lors d'événements sur le campus. Lisa, de mon cours de statistique, est devenue mon amie la plus proche après que nous nous sommes liés d'amitié en travaillant toutes les deux à 2 emplois tout en suivant un programme de cours complet. Certaines personnes font la fête pendant leurs études, a-t-elle dit une fois, mais nous construisons quelque chose. Je peux le sentir. Le contraste entre mon expérience universitaire et celle de Kevin est devenu impossible à ignorer une fois qu'il a commencé à l'université de Westfield, une université privée avec des frais de scolarité élevés que mes parents ont réussi à payer d'une manière ou d'une autre. Ces réseaux sociaux montraient des fêtes de fraternité, des voyages de spring break et pas un seul emploi à temps partiel. Chaque fois que j'appelais à la maison, ce qui devenait de plus en plus rare, ma mère s'extasiait sur les relations de Kevin avec des anciens élèves éminents et sa position dans l'équipe de cross. « As-tu rejoint des clubs, Lucie ?» demandait-elle, comme si mes 60 heures par semaine entre le travail et l'école laissaient de la place pour des activités extrascolaires. C'est pendant ma 2e année que j'ai découvert ma passion pour l'immobilier grâce à un cours d'économie urbaine. Le professeur Jenkins, une ancienne promotrice qui était entrée dans le monde universitaire après une carrière réussie, a remarqué mon enthousiasme et est devenue un mentor. Elle restait après les cours pour répondre à mes questions infinies sur la valeur des propriétés, les tendances de développement et les stratégies d'investissement. La plupart des étudiants voient l'immobilier comme des bâtiments, m'a-t-elle dit. Toi, tu vois les schémas mathématiques et les histoires humaines qui se cachent derrière. C'est rare. Avec les encouragements du professeur Jenkins, j'ai ajouté des cours supplémentaires pendant les sessions d'été, travaillant à plein temps dans une société de gestion immobilière locale tout en suivant des cours. L'épuisement était parfois écrasant. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré de pure fatigue, me demandant si ce chemin valait le sacrifice. Mais l'alternative, être financièrement dépendante de parents qui favorisaient clairement mon frère, semblait bien pire. Les visites à la maison pour les vacances devenaient de plus en plus tendues. À Thanksgiving de ma 3e année, j'ai écouté pendant 20 minutes les aventures de Kevin à un événement de réseautage des anciens de Westfield avant que quiconque ne me pose de questions sur mes études ou mon travail. Quand j'ai mentionné mon offre de stage chez Horizon Realty, une entreprise respectée de la capitale, ma mère a simplement hoché la tête et a changé de sujet pour revenir à la bourse de cross de Kevin. Le Noël de cette année-là a été particulièrement douloureux.
Sous le sapin se trouvaient plusieurs grandes boîtes pour Kevin contenant des appareils électroniques coûteux, des vêtements de marque et même du matériel de ski pour un voyage que mes parents avaient prévu pour lui. Mon cadeau était un pull générique, avec l'étiquette de solde encore partiellement visible là où quelqu'un avait essayé de l'arracher. Je l'ai porté avec un sourire et je me suis concentré sur le fait de passer la journée. Ce printemps-là, j'ai décroché un prestigieux stage chez Horizon Realty, travaillant sous la direction de Terry Maxwell, l'un des meilleurs agents de l'État. Le poste payait suffisamment bien pour que je puisse réduire légèrement mes heures à la bibliothèque, me donnant juste assez de répit pour maintenir ma moyenne. Terry m'a appris le côté pratique de l'immobilier qui complétait mes connaissances académiques, des tactiques de négociation à l'évaluation des biens. C'est Terry qui m'a parlé pour la première fois des programmes pour primo-accédants qui aidaient les personnes ayant un bon crédit mais un apport limité à devenir propriétaires. Après une longue discussion sur ma situation financière, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Fixe-toi une date butoir », a-t-elle dit fermement. « Avec ton taux d'épargne et ta trajectoire de carrière, tu pourrais posséder un bien immobilier avant 25 ans si tu es stratégique. » Je me suis fixé l'objectif de 25 ans mais j'ai secrètement décidé de viser 24 ans. Chaque décision que j'ai prise à partir de ce moment-là a été évaluée par rapport à cet objectif, les voyages de spring break remplacés par des heures supplémentaires, les nouveaux vêtements substitués par des trouvailles de friperie, les repas au restaurant échangés contre la préparation de repas en grande quantité. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai ressenti à la fois de la fierté et de la résignation, sachant que mes parents la manqueraient probablement. Effectivement, 2 semaines avant la cérémonie, ma mère a appelé pour expliquer qu'il ne pouvait pas venir car Kevin avait un tournoi de cross qui pourrait être observé par des équipes professionnelles. J'ai accepté leur excuse avec une grâce exercée, tandis que Lisa et mes autres amis sont intervenus pour célébrer avec moi. Ce que mes parents ne savaient pas, car ils ne l'ont jamais demandé, c'est que j'ai obtenu un diplôme en commerce, avec une mineure en finance, avec un minimum de prêts étudiants, et que j'avais déjà accepté un poste à plein temps chez Horizon Realty commençant immédiatement après la remise des diplômes. En déplaçant le pompon de mon chapeau de droite à gauche, je ne faisais pas que terminer mes études. J'entrais pleinement dans un avenir que je m'étais forgé et qu'ils n'avaient jamais imaginé pour moi. Mon poste chez Horizon Realty a commencé comme assistante de Terry Maxwell, mais son mentorat a accéléré ma progression. Tandis que d'autres jeunes diplômés apprenaient encore les bases professionnelles, j'étais déjà familière avec les systèmes, les clients et les procédures de mon stage. 6 mois plus tard, j'ai réussi mon examen de licence immobilière et j'ai commencé à prendre mes propres clients sous la supervision de Terry. L'accession à la propriété restait mon objectif fixe. J'ai loué un studio qui faisait à peine 400 pieds carrés avec une kitchenette si petite que je pouvais toucher les 2 murs simultanément. L'immeuble avait des problèmes d'entretien et des voisins bruyants, mais le loyer était de $500 en dessous du prix du marché, ce qui me permettait d'économiser la différence chaque mois. Mes meubles se composaient d'un futon qui servait également de lit, d'un bureau que j'ai trouvé sur le trottoir et de 2 chaises pliantes. Ma mère aurait été horrifiée par le minimalisme, mais chaque dollar économisé me rapprochait de mon but. Pour accélérer mon épargne, j'ai lancé une activité complémentaire en aidant les étudiants diplômés et les jeunes professionnels à trouver des appartements. Bien que je ne puisse pas percevoir de commission sur les locations en tant que nouvel agent sans passer par Horizon, je pouvais facturer des frais de consultation pour la recherche d'appartements en créant des listes personnalisées d'options correspondant à leurs critères. Le bouche à oreille m'a tenu occupé les soirs et les week-ends. « Tu travailles trop dur », a commenté Terry un jour après m'avoir trouvé au bureau à 20h. « J'admire ta détermination, mais ne t'épuise pas avant d'atteindre ton apogée. » J'ai apprécié son inquiétude mais j'ai expliqué mon objectif d'accession à la propriété. Au lieu d'essayer de me dissuader, elle m'a présenté à Sandra Wilson, une agente senior spécialisée dans les biens d'investissement et la constitution de patrimoine. Sandra est devenue mon deuxième mentor, m'enseignant la constitution de fonds propres, les schémas d'appréciation des biens et comment identifier les maisons sous-évaluées avec du potentiel. Elle avait commencé avec rien dans la vingtaine et possédait maintenant 12 biens générant des revenus à 50 ans. Le secret, m'a dit Sandra, n'est pas seulement de trouver des clients. C'est de devenir d'abord ton propre meilleur client. Avec chaque chèque de commission, j'augmentais mes économies, regardant mon fonds d'apport grandir mois après mois. J'ai fait des recherches obsessionnelles sur les programmes pour primo-accédants, comparant les taux d'intérêt, les options d'aide à l'apport et les critères d'éligibilité. À 23 ans, 6 mois avant la date prévue, j'avais économisé assez pour un apport modeste, plus les frais de clôture et les réserves d'urgence. Le processus de recherche de maison a commencé avec une clarté absolue sur mes paramètres.
J'avais besoin d'une propriété structurellement saine avec des problèmes cosmétiques qui abaisseraient le prix mais pourraient être améliorés progressivement. L'emplacement était crucial, un quartier assez stable pour l'appréciation mais pas si établi que les prix étaient gonflés. Après avoir visité 27 maisons, je l'ai trouvé, une maison de plein pied des années 1960 avec 3 chambres, une bonne ossature mais tout le reste daté. La cuisine vert avocat, le carrelage rose de la salle de bain et les lambris avaient effrayé les autres acheteurs. Mais j'ai vu au-delà des problèmes cosmétiques la fondation solide, le toit neuf et le grand jardin. Plus important encore, elle se trouvait dans un quartier montrant les premiers signes de revitalisation, avec de nouvelles entreprises ouvrant à proximité. Le prix demandé était au sommet de mon budget, mais armé de recherches sur le marché et de données de vente comparables, j'ai soumis une offre 12% en dessous du prix demandé. Après une brève négociation, nous nous sommes mis d'accord à 7% en dessous, sous réserve de l'inspection. Les vendeurs étaient un couple de personnes âgées déménageant dans une communauté de retraités qui ont apprécié ma lettre expliquant mon parcours vers l'accession à la propriété. Le jour où j'ai signé les documents de clôture, juste 2 mois après mon 24e anniversaire, je me suis assise dans le bureau de la société de titres, retenant mes larmes. L'agente qui s'occupait des formalités a supposé que j'étais nerveuse. « Ne vous inquiétez pas », a-t-elle dit gentiment. « La première maison est toujours effrayante, mais vous faites un excellent investissement. » « Je ne suis pas inquiète, ai-je répondu. Je suis juste fière. L'emménagement a été un processus simple étant donné mes possessions minimales. La maison résonnait de vide ces premières semaines, mais progressivement, j'ai commencé à la remplir de meubles d'occasion soigneusement sélectionnés. Chaque samedi est devenu une journée de projet alors que j'apprenais à peindre, à remplacer les luminaires et à rénover les armoires en utilisant des tutoriels YouTube et des ateliers à la quincaillerie locale. Mes parents savaient que j'avais déménagé car je l'avais mentionné brièvement lors d'un de nos rares appels téléphoniques, mais ils n'avaient jamais demandé mon adresse. Pourtant, de temps en temps, j'apercevais la voiture de ma mère passer lentement devant la maison. Elle ne s'arrêtait jamais pour visiter, et je n'ai jamais mentionné avoir remarqué ces passages. Kevin, maintenant en dernière année d'université, m'envoyait parfois des textos pour me demander de petits prêts que je refusais poliment. Ces messages n'incluaient jamais de questions sur ma vie ou ma carrière. Au fil des mois, la maison s'est transformée. La cuisine avocat est devenue un espace moderne blanc et gris. La salle de bain rose s'est transformée en une retraite de type spa avec de simples mises à jour. Chaque changement a augmenté à la fois la valeur de la propriété et mon sentiment d'accomplissement. Les collègues de l'immobilier qui sont venus visiter ont été impressionnés par la plus-value croissante que je créais par ma seule sueur. Après près d'1 an de propriété et d'importantes améliorations, j'ai décidé d'organiser un barbecue pour célébrer à la fois l'anniversaire et l'achèvement de mon projet d'aménagement paysager. Malgré mes réserves, j'ai invité mes parents et Kevin ainsi que la famille élargie, les amis et les collègues qui avaient soutenu mon parcours. « Tu es sûr d'inviter tes parents ?» a demandé Lisa en m'aidant à planifier. « Tu as créé cette belle vie sans eux. Ils font toujours partie de la famille, ai-je dit. Et peut-être que voir ce que j'ai accompli changera quelque chose. » À l'approche du jour du barbecue, je me suis lancé dans les préparatifs. La maison était impeccable, le nouveau mobilier de patio parfaitement agencé, et le menu prévu pour impressionner sans paraître trop extravagant. Une partie de moi espérait que mes parents me verraient enfin, verraient vraiment ce que j'avais accompli par moi-même. Une autre partie se préparait à leur indifférence. Rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est réellement passé. Le matin du barbecue s'est levé ensoleillé et chaud, un temps parfait pour une réunion en plein air. J'étais debout depuis 6 heures du matin, faisant mariner les viandes, préparant les accompagnements et arrangeant les fleurs de mon jardin fraîchement planté. La maison n'avait jamais été aussi belle, avec chaque projet de rénovation terminé et des touches personnelles qui la rendaient distinctement mienne. Mon anxiété montait à mesure que l'horloge approchait de l'heure de début de 14 heures. Lisa est arrivée 1 heure plus tôt pour aider aux derniers préparatifs, sa présence stable calmant mes nerfs. Quoi qu'il arrive avec ta famille aujourd'hui, a-t-elle dit en arrangeant un plateau de légumes, souviens-toi que c'est ton tour d'honneur. C'est toi qui as fait ça, Lucie. Tout. Ma tante Judy et mon oncle Marc sont arrivés ensuite, apportant un cadeau de pendaison de crémaillère de « bons outils pour la propriétaire qui peut tout réparer », comme l'a dit mon oncle Marc, avec une fierté sincère dans sa voix. Il m'avait toujours traité avec la même affection qu'il montrait à Kevin, l'une des rares relations équilibrées dans notre famille élargie. À 14h30, la plupart des invités étaient arrivés, sauf ma famille immédiate. Les collègues d'Horizon se mêlaient à mes amis, tout le monde admirant la transformation de la propriété.
Sandra Wilson, mon mentor, m'a prise à part avec un toast au champagne. Aux investissements intelligents et à un avenir brillant, a-t-elle dit, en trinquant avec moi. Je suis dans ce métier depuis 30 ans, et j'ai rarement vu quelqu'un de ton âge avec une telle clarté d'objectif. À 15h15, juste au moment où je commençais à penser qu'il ne viendrait pas, le SUV de luxe de mes parents est entré dans l'allée avec Kevin sur la banquette arrière. Ma mère est sortie la première, inspectant le rassemblement avec le sourire pincé qu'elle réservait aux situations qu'elle trouvait indignes d'elle. Mon père a suivi, portant un petit sac cadeau qui semblait assemblé à la hâte. Kevin est sorti en dernier, se dirigeant immédiatement vers la table de nourriture sans saluer personne. Lucie, ma mère m'a fait la bise près des joues. Le quartier est certainement en développement. J'ai dû vérifier l'adresse 2 fois. C'est un quartier en plein essor, ai-je répondu calmement. La valeur des propriétés a augmenté de 12% rien que depuis que j'ai acheté. HM, fut sa seule réponse alors qu'elle entrait dans la maison, cherchant immédiatement les défauts. Mon père m'a tendu le sac cadeau avec une tape maladroite sur l'épaule. Félicitations pour la maison. C'est un joli premier logement. À l'intérieur du sac se trouvait une bougie parfumée générique avec l'étiquette de prix encore attachée. Je les remerciai poliment et je les ai invités à explorer la maison et à rencontrer mes amis et collègues. Alors que je leur faisais visiter, en soulignant les améliorations que j'avais faites moi-même, les commentaires de ma mère étaient un flot constant de compliments déguisés. « Tu as peint ces armoires toi-même ? Je suppose que c'est une façon d'économiser de l'argent. Cette salle de bain est créative, compte tenu des contraintes budgétaires. La chambre d'amis ferait une belle chambre de bébé un jour, bien que je suppose que tu es trop concentré sur le travail pour ce genre de choses. » J'ai gardé mon sang-froid, des années de pratique permettant à ces mots de glisser plus facilement qu'auparavant. Ce que je ne pouvais ignorer, cependant, c'était d'entendre mon père parler à mon oncle Marc près du grill. La remise des diplômes de Kevin approche le mois prochain, disait-il. Nous réfléchissons à ces prochaines étapes. Il envisage de prendre un peu de temps pour se trouver avant de s'engager dans une carrière. Où vivra-t-il pendant cette période de recherche de soi, a demandé mon oncle Marc, avec une pointe de jugement dans son ton. Nous avons toujours prévu qu'il emménage dans une propriété familiale après l'université, a répondu vaguement mon père. Pour qu'il prenne ses marques avant d'affronter le monde réel. Ce commentaire m'a profondément troublé. Mes parents ne possédaient aucune propriété d'investissement. Nous avions toujours vécu dans la même maison, et ils n'avaient jamais mentionné en acheter une autre. De quelle propriété familiale pouvait-il bien parler ? La partie barbecue du rassemblement a commencé avec tout le monde remplissant ses assiettes et trouvant des places assises dans le jardin. L'atmosphère était agréable, malgré le courant de tension sous-jacent venant de ma famille immédiate. Kevin s'était déjà servi 3 bières dans la glacière et racontait bruyamment des histoires d'université à quiconque voulait bien l'écouter. Après que tout le monde ait mangé, j'ai teinté mon verre pour porter un toast, remerciant tout le monde d'avoir célébré cette étape importante avec moi. Il y a 1 an, j'ai reçu les clés de cette maison, ai-je dit. Beaucoup de gens pensaient que c'était trop ambitieux pour quelqu'un de mon âge, mais tout le monde ici a soutenu ma vision d'une manière ou d'une autre. Cette maison représente non seulement un investissement financier, mais aussi la conviction qu'avec du travail acharné et de la détermination, nous pouvons créer la vie que nous voulons, peu importe d'où nous partons. La plupart des invités ont levé leur verre en réponse avec des murmures de « bravo » et « bien dit ». Mais ma mère s'est levée brusquement, sa chaise raclant durement contre le patio. « Tu as volé l'avenir de ton frère » a-t-elle crié, me pointant directement du doigt, son visage rouge de ce qui semblait être une rage sincère. Le jardin est tombé dans un silence choqué. Même les oiseaux du quartier semblaient avoir cessé de chanter. « Maman, ai-je réussi à dire, complètement prise au dépourvu, de quoi parles-tu ? Cette maison, a-t-elle continué, la voix tremblante. Ce quartier. Nous surveillons cette zone depuis des années, en planifiant l'avenir de Kevin. Tu le savais. Tu devais le savoir avec tes relations dans l'immobilier. Mon père se tenait à côté d'elle, hochant la tête. Nous attendions que Kevin finisse l'université avant de l'aider à acheter sa première propriété. Tu es arrivé avec tes connaissances d'initié et tu as saisi l'opportunité que nous lui réservions. J'ai regardé d'eux à Kevin, qui souriait légèrement derrière eux, puis de nouveau à mes parents, essayant de traiter cette accusation bizarre. C'est absolument faux, ai-je finalement dit. J'ai trouvé cette maison grâce à mes propres recherches. Vous n'avez jamais mentionné le moindre intérêt pour ce quartier ou pour l'achat d'une propriété pour Kevin.
Nous n'aurions pas dû avoir à le mentionner, a sèchement répondu ma mère. Une fille attentionnée aurait consulté sa famille avant de faire un geste aussi égoïste. Kevin s'est alors avancé, chancelant légèrement à cause de l'alcool. Ouais, Serette. En tant que fils, j'aurais dû avoir la première chance sur la propriété. C'est, genre, traditionnel. L'absurdité de la situation aurait pu être comique si elle n'avait pas été si blessante. Ces gens n'avaient jamais contribué $1 à mon éducation, ne m'avaient jamais aidé pour le logement, n'avaient même jamais exprimé d'intérêt pour ma carrière dans l'immobilier. Maintenant, ils prétendaient que j'avais en quelque sorte volé une opportunité qui n'avait jamais été discutée avec moi. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit doucement mais fermement. Vous tous. Tu choisis cette maison plutôt que ta famille, a haleté ma mère de façon dramatique. Non, je choisis ma dignité plutôt que votre histoire révisionniste, ai-je répondu. S'il vous plaît, partez. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires au milieu des regards gênés des autres invités, ma tante Judy s'est approchée de ma mère avec le feu dans les yeux. Diane, je me suis tue pendant des années en regardant comment tu traites Lucie, a-t-elle dit assez fort pour que les autres l'entendent. Mais là, ça dépasse les bornes. Cette fille a travaillé comme une forcenée pendant que tu donnais tout à Kevin. Tu devrais avoir honte. Ma mère a reniflé avec indignation mais n'a offert aucune réfutation alors qu'il partait. Les invités restants se sont ralliés autour de moi, aidant à nettoyer tout en exprimant leur choc face à ce dont ils avaient été témoins. Les dynamiques familiales sont compliquées, a dit doucement Sandra alors que les derniers invités partaient. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui n'était pas compliqué. C'était de la manipulation émotionnelle pure et simple. Ne laisse pas cela diminuer ce que tu as accompli. Après le départ de tout le monde, je me suis assise seule sur mon patio, rejoignant la confrontation bizarre. Avais-je manqué des conversations sur les plans d'investissement de mes parents? Y avait-il une part de vérité dans leur accusation? Une réflexion profonde n'a rien donné. C'était un récit qu'ils avaient créé pour justifier leur favoritisme continu envers Kevin maintenant que mon succès était indéniable et visible. Ce que je n'aurais pas pu imaginer alors, c'est que cette confrontation publique n'était que le premier acte d'un drame qui allait devenir bien plus formel, bien plus absurde, et finalement bien plus libérateur que je n'aurais pu l'anticiper. La semaine qui a suivi le barbecue, je me suis plongé dans le travail, essayant de digérer la confrontation bizarre avec ma famille. Plusieurs clients ont commenté ma distraction pendant les visites, mais j'ai mis cela sur le compte des allergies saisonnières plutôt que d'expliquer la vérité. Mercredi après-midi, j'étais au bureau en train de préparer des documents pour une clôture de vente lorsque la réceptionniste m'a appelé à l'accueil. Un homme au visage sévère, vêtu d'un costume froissé, attendait, une enveloppe Kraft à la main. Lucie Montgomery, a-t-il demandé d'un ton sec. Oui, c'est moi, ai-je répondu. Vous avez reçu une assignation, a-t-il déclaré, me tendant l'enveloppe avant de tourner les talons pour partir. Plusieurs collègues ont assisté à l'échange, leurs expressions allant de l'inquiétude à la curiosité. Les joues en feu, je me suis retiré dans une salle de conférence privée pour examiner le contenu. Le document juridique à l'intérieur était presque incompréhensible à première vue. Mes propres parents, Thomas et Diane Montgomery, me poursuivaient en justice, leur fille. Les allégations étaient si extravagantes que j'ai dû les lire 3 fois pour croire ce que je voyais. Chef d'accusation numéro 1, enrichissement sans cause par l'exploitation de connaissances familiales. Chef d'accusation numéro 2, interférence intentionnelle avec un héritage attendu. Chef d'accusation numéro 3, détournement d'une opportunité familiale. La plainte alléguait que j'avais délibérément et malicieusement utilisé mes connaissances en immobilier pour intercepter une opportunité d'investissement immobilier légitimement destinée au fils des plaignants, Kevin Montgomery. Elle affirmait en outre que j'avais eu accès à des relations et des ressources familiales pour obtenir mon poste dans le secteur immobilier, devant ainsi une contrepartie financière à mes parents. La partie la plus choquante se trouvait dans la section « Réparation demandée ». Mes parents exigeaient soit 1. La vente forcée de ma maison avec tous les profits à donner à Kevin, soit 2. Un paiement de $200 000 pour égaliser les ressources familiales et compenser la perte d'opportunité. Mes mains tremblaient en lisant la ligne de signature où mes 2 parents avaient apposé leur nom à ce récit fictif de la réalité. J'ai gardé mon sang-froid juste assez longtemps pour dire à mon directeur que j'avais besoin du reste de la journée pour une urgence familiale. Dans ma voiture, dans le parking du bureau, j'ai finalement craqué, sanglotant de manière incontrôlable jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal et que mes yeux me brûlent. Lorsque le choc initial s'est suffisamment dissipé pour permettre une pensée cohérente,
j'ai appelé la seule personne que je savais capable de comprendre la dynamique familiale en jeu, ma tante Judy, la sœur de ma mère. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. « Lucie, c'est au-delà du dysfonctionnel. C'est du délire. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis, ma voix faible. Je ne peux pas me permettre une longue bataille juridique. Et si je perds ma maison ? Écoute-moi bien, a dit fermement ma tante Judy. Tu ne perdras pas ta maison. Ce procès est une absurdité sans fondement. Mon amie Barbara est une excellente avocate spécialisée en droit de la famille. Je l'appelle tout de suite, et tu la rencontreras demain. Fidèle à sa parole, ma tante Judy a organisé une rencontre pour le lendemain matin avec Barbara Martinez, une avocate redoutable avec 20 ans d'expérience. Le bureau de Barbara projetait la compétence et le succès sans ostentation, tout comme la femme elle-même. J'ai examiné la plainte, a dit Barbara après les présentations, un pli profond entre les sourcils. En 20 ans de pratique, c'est l'une des poursuites les plus futiles que j'ai rencontrées. Malheureusement, futile ne signifie pas que nous pouvons l'ignorer. Elle m'a expliqué le processus juridique à venir, expliquant que même si l'affaire n'avait aucun fondement, nous devrions répondre formellement et potentiellement aller au tribunal pour la faire rejeter. La bonne nouvelle, a poursuivi Barbara, est que nous pouvons contre-attaquer pour les frais de justice et potentiellement pour harcèlement. La mauvaise nouvelle est que cela coûtera de l'argent au départ. Mon cœur s'est serré lorsqu'elle a mentionné ses honoraires de provision. Cela drainerait une partie importante de mon fonds d'urgence, de l'argent que j'avais économisé pour d'autres améliorations de la maison. Je comprends si vous avez besoin de temps pour réfléchir, a dit Barbara, remarquant mon expression. Non, ai-je répondu fermement. J'ai travaillé trop dur pour ma maison. Je ne les laisserai pas la prendre ou m'extorquer de l'argent. Je veux me battre. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse, de consultations juridiques et de nuits blanches. Barbara a déposé notre réponse, niant toutes les allégations et ajoutant une contre-poursuite pour frais de justice, diffamation et harcèlement. La pression financière était considérable. Au-delà des honoraires de Barbara, le coût émotionnel a affecté ma performance au travail, impactant potentiellement mes commissions. J'ai commencé à prendre des clients supplémentaires le week-end pour m'assurer de pouvoir couvrir toutes les dépenses. Mes collègues d'Horizon se sont ralliés autour de moi une fois qu'ils ont compris la situation. Terry a réorganisé les horaires pour me donner de meilleures opportunités de mandat, et Sandra m'a référé plusieurs clients. Les procès familiaux sont parmi les plus laids, m'a dit Sandra lors d'un moment particulièrement difficile. Mais ils finissent par se terminer, et tu seras plus forte d'avoir tenu bon. Une lettre anonyme est arrivée à mon bureau une semaine après avoir été assignée. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite d'un voisin qui habitait en face de chez mes parents. Je pensais que vous devriez savoir que votre mère passe devant votre maison presque tous les jours en prenant des photos. Cela pourrait être pertinent pour votre situation. Restez forte. De la part de quelqu'un qui admire ce que vous avez construit. Cette information était à la fois effrayante et potentiellement utile pour notre affaire. Barbara l'a ajouté à notre dossier de preuves grandissant. La découverte la plus troublante est survenue lorsque le processus d'enquête de Barbara a révélé que Kevin avait raconté à des connaissances communes pendant des mois avant l'achat de ma maison que ses parents lui achetaient une propriété dans ce quartier exact comme cadeau de fin d'études. Il avait même emmené des amis faire un tour dans le quartier, leur montrant les maisons qu'ils pourraient choisir le moment venu. Donc, ils ont créé ce récit sans jamais en discuter avec vous, a noté Barbara lors de notre session de stratégie. Et quand vous avez, par coïncidence, acheté dans le quartier qu'ils avaient secrètement désigné pour Kevin, ils ont construit une histoire de vol plutôt que de coïncidence. Mais pourquoi me poursuivre en justice, ai-je demandé. Que espère-t-il gagner? L'expression de Barbara était grave. Le contrôle. Vous avez construit une vie indépendante de leur récit. Certains parents ne peuvent pas gérer cela, surtout quand ils ont tant investi dans un récit des enfants prodiges. Nous avons développé une stratégie à 2 volets, nous défendre légalement contre leurs affirmations sans fondement tout en rassemblant des preuves de mon indépendance financière totale depuis l'âge de 16 ans. Barbara a également suggéré que nous envisagions une approche plus publique. Les secrets de famille prospèrent dans l'obscurité, a-t-elle dit. Parfois, le meilleur désinfectant est la lumière du jour. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, nous avons obtenu des dossiers financiers grâce à la communication des pièces qui ont révélé quelque chose de choquant. Malgré leurs affirmations économiser pour l'avenir de Kevin, mes parents n'avaient pratiquement aucune épargne. En fait,
ils avaient d'importantes dettes de cartes de crédit, dont une grande partie semblait liée aux dépenses de style de vie de Kevin. Cela explique l'intensité de leur réaction, a observé Barbara. Ils se sont surendettés financièrement pour Kevin pendant des années. Votre succès sans leur aide est un défi direct à l'histoire familiale qu'ils ont construite. La nuit précédant notre première comparution au tribunal, j'ai à peine dormi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était en jeu, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Au matin, l'épuisement s'était transformé en une détermination d'acier. Mes parents ne s'étaient jamais battus pour moi, mais je me battrais absolument pour moi-même. La préparation du procès est devenue mon deuxième travail. Chaque soir après le travail, j'organisais méticuleusement les documents prouvant mon indépendance financière, relevés bancaires montrant des dépôts réguliers de mes emplois d'adolescente, déclaration de revenus déposés indépendamment depuis l'âge de 17 ans, documents de prêt étudiant à mon nom seul, et une trace écrite des paiements de loyer et des contributions d'épargne menant à ma demande de prêt hypothécaire. Barbara était tout aussi minutieuse, recueillant des déclarations de mes anciens employeurs détaillant mon éthique de travail, des lettres de professeurs sur mes réussites académiques sans soutien parental, et des documents de mon prêteur hypothécaire confirmant que j'avais été qualifié pour mon prêt uniquement sur la base de mon propre mérite et de mon historique de crédit. Ma tante Judy a contribué avec ses propres preuves, fournissant des photos d'enfance montrant le schéma de favoritisme, des notes d'événements familiaux où Kevin était célébré tandis que mes réussites passaient inaperçues, et son propre témoignage écrit sur la dynamique familiale dont elle avait été témoin pendant des décennies. À mesure que notre dossier se constituait, la stratégie de Barbara est devenue claire. Non seulement nous nous défendrions contre leurs affirmations absurdes, mais nous présenterions également un contre-récit complet, exposant la vérité de mon parcours et de leur traitement à mon égard. La phase de communication des pièces a révélé plusieurs révélations choquantes. Les dossiers financiers de mes parents montraient qu'ils avaient effectivement regardé des propriétés dans mon quartier, mais seulement après que j'ai conclu la vente de ma maison. Leur affirmation des années de planification était manifestement fausse. Encore plus accablant, nous avons découvert que Kevin avait accumulé plus de 30 000 $ de dettes de cartes de crédit au nom de mes parents pendant ses études, expliquant leur soudaine détresse financière. La propriété familiale, à laquelle ils avaient vaguement fait référence n'existait que dans leur imagination, une promesse faite à Kevin qu'il n'avait pas les moyens de tenir. Barbara a déposé une requête préliminaire, résumant ses conclusions et demandant le rejet immédiat de leur affaire. La juge a fixé une audience pour la semaine suivante. Le matin de l'audience, je me suis habillé avec ma tenue la plus professionnelle, un tailleur bleu marine que j'utilisais pour les réunions clients importantes. Barbara m'a retrouvé sur les marches du palais de justice, tirant une petite valise de documents derrière elle. Prête à mettre fin à cette absurdité, a-t-elle demandé avec une détermination confiante. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu mes parents pour la première fois depuis le barbecue. Ils étaient assis avec leur avocat, un homme à l'air nerveux qui n'arrêtait pas de brasser des papiers. Ma mère évitait mon regard tandis que mon père me fixait avec une expression mêlant colère et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Kevin était assis juste derrière eux, faisant défiler son téléphone, comme s'il s'ennuyait des procédures qui allaient déterminer s'il recevrait une maison qu'il n'avait pas méritée. Lorsque la juge est entrée, une femme sévère d'une soixantaine d'années avec des yeux perçants et une allure pragmatique, l'atmosphère dans la salle d'audience s'est intensifiée. Elle a examiné le résumé de l'affaire avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Avant de commencer, a-t-elle dit, regardant par-dessus ses lunettes de lecture, je tiens à préciser que j'ai examiné attentivement les plaidoiries dans cette affaire. Procédez en conséquence. L'avocat de mes parents a commencé, présentant nerveusement leur affirmation selon laquelle j'avais en quelque sorte volé une opportunité immobilière légitimement destinée à mon frère. Pendant qu'il parlait, l'expression de la juge devenait de plus en plus incrédule. Suggérez-vous, l'a-t-elle interrompu, que la défenderesse avait une obligation légale de s'abstenir d'acheter une propriété dans un quartier que ses parents auraient pu envisager pour son frère, bien qu'elle n'ait jamais été informée de ce prétendu plan? L'avocat a balbutié une réponse sur les obligations familiales et les arrangements tacites. Le froncement de sourcils de la juge s'est accentué. Quand ce fut le tour de Barbara, elle fut magnifique. Plutôt qu'une longue déclaration liminaire, elle a simplement roulé 3 boîtes de preuves, les plaçant devant le banc de la juge avec un bruit sourd. Votre honneur, la défenderesse subvient à ses besoins financiers depuis l'âge de 16 ans sans aide parentale. La boîte 1 contient des dossiers financiers complets démontrant cette indépendance. La boîte 2 contient des témoignages d'employeurs, d'éducateurs et d'institutions financières confirmant le parcours autonome de la défenderesse vers l'accession à la propriété.
La boîte 3 contient des preuves que les affirmations des plaignants sont non seulement non fondées mais délibérément fabriquées après coup. Elle a ensuite méthodiquement démantelé chaque allégation, présentant une documentation claire qui contredisait chaque affirmation faite par mes parents. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis dirigé vers la barre des témoins avec un calme surprenant. Barbara m'a guidé à travers mon histoire d'indépendance, mon développement de carrière et le processus d'achat de la maison. J'ai parlé clairement et avec assurance de mon parcours, jetant parfois un coup d'œil à mes parents, dont les expressions étaient passées de la droiture à l'inconfort. Le contre-interrogatoire de l'avocat de mes parents était faible et désorganisé. Il a essayé d'insinuer que j'avais utilisé des relations familiales pour avancer, mais n'a pu nommer aucun cas spécifique lorsqu'il a été pressé de le faire. Ma mère a témoigné ensuite, livrant une performance émotionnelle sur les attentes familiales et la déception maternelle. Cependant, sous le contre-interrogatoire de Barbara, son histoire s'est rapidement effondrée. Madame Montgomery, vous prétendez que vous prévoyez d'acheter une propriété pour votre fils depuis des années. Pouvez-vous fournir une documentation de ces plans, des comptes d'investissement, des courriels sauvegardés avec des agents immobiliers, des recherches de propriété? Eh bien, non, a admis ma mère à contre-cœur. C'était un arrangement tacite au sein de la famille. Un arrangement que vous n'avez jamais communiqué à votre fille. Correct? Elle aurait dû le savoir, a insisté faiblement ma mère. Votre honneur, a répondu Barbara, je ne suis pas au courant d'une exigence de télépathie en droit de la famille. Plusieurs personnes dans la salle d'audience ont réprimé des rires, y compris, remarquablement, la juge. Le témoignage de mon père a été encore plus préjudiciable à leur cause. Sous pression, il a admis que le procès visait principalement à donner une leçon à Lucie sur la loyauté familiale, plutôt qu'à traiter un grief juridique réel. Le témoignage le plus choquant est venu de Kevin, que Barbara a appelé comme témoin malgré les objections de l'avocat de mes parents. Monsieur Montgomery, a commencé agréablement Barbara. Quand vos parents vous ont-ils dit pour la première fois qu'ils prévoyaient de vous acheter une maison après votre diplôme? Kevin s'est agité mal à l'aise. Je ne me souviens pas exactement. C'était toujours un peu sous-entendu. Et pourtant, vous avez dit à plusieurs amis, spécifiquement, que vos parents vous achetaient une maison dans le quartier de votre sœur des mois avant qu'elle n'achète là-bas. Comment saviez-vous pour ce quartier s'il n'y avait pas de plan spécifique? Je suppose que j'aime juste le quartier, a-t-il marmonné. Donc, vous avez choisi le quartier vous-même? Ce n'était pas le choix de vos parents? Eh bien, ouais. Je leur ai dit que c'était là que je voulais vivre. Quand exactement leur avez-vous dit cela? Les yeux de Kevin se sont tournés vers ses parents. Je ne sais pas, peut-être à Noël dernier. Barbara a souri légèrement. Noël dernier. Des mois après que votre sœur ait déjà conclu la vente de sa maison. Merci pour cette clarification. Après près de 3 heures de témoignage, la juge a suspendu l'audience. Dans le couloir, Barbara était confiante. Ils n'ont aucun dossier, m'a-t-elle assuré. Leurs propres témoignages contredisent leurs affirmations. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, mes parents étaient blottis avec leur avocat, qui avait l'air de plus en plus désemparé. Il s'est approché de Barbara, demandant une conférence privée, que la juge a autorisée. Quand ils sont revenus, Barbara m'a informé que mes parents avaient offert d'abandonner leur poursuite si j'acceptais de ne pas réclamer les frais de justice. C'est votre décision, a-t-elle dit. Nous pouvons mettre fin à cela maintenant, ou nous pouvons pousser pour un rejet complet avec les frais et la contre-poursuite. J'ai brièvement considéré l'offre, puis j'ai secoué la tête. Ils m'ont fait vivre ce cauchemar, ont nui à ma réputation professionnelle et ont essayé de prendre ma maison. Je veux la décision de la juge, et je veux que mes frais soient couverts. Lorsque les débats ont repris, la juge n'a même pas eu besoin d'entendre les plaidoiries finales. J'en ai assez vu, a-t-elle dit fermement. Ce tribunal ne trouve aucun fondement aux affirmations des plaignants. Le procès est rejeté avec préjudice. Elle a retiré ses lunettes, regardant directement mes parents. De plus, ce tribunal accorde la demande reconventionnelle de la défenderesse pour que les frais de justice soient payés intégralement par les plaignants. La nature infondée de ce procès a fait perdre du temps et des ressources au tribunal, sans parler du coût émotionnel et financier pour la défenderesse. Elle n'avait pas terminé. Je m'exprime rarement depuis le banc, mais je me sens obligé dans ce cas. Monsieur et Madame Montgomery, votre fille a fait preuve d'une responsabilité, d'une éthique de travail et d'un sens financier exceptionnel. Plutôt que de tenter de punir son succès par des litiges futiles,
vous seriez mieux avisé de prendre exemple sur elle. Alors que nous nous levions pour partir, ma mère est restée assise, le choc visible sur son visage. Mon père fixait le sol tandis que Kevin s'était déjà éclipsé de la salle d'audience. Dehors, sur les marches du palais de justice, j'ai enfin expiré complètement pour la première fois depuis des semaines. C'est fini, a dit Barbara, en me serrant l'épaule. Et pour ce que ça vaut, cette juge a été impressionnée par vous. Moi aussi. Merci de m'avoir cru, ai-je répondu, des larmes de soulagement menaçant de couler. Je ne vous ai pas seulement cru, a souri Barbara. J'ai cru en vous. Il y a une différence. En rentrant chez moi en voiture, le poids des années passées à chercher l'approbation parentale a finalement commencé à se dissiper de mes épaules. Le procès, aussi douloureux qu'il ait été, avait forcé une confrontation finale avec la vérité que j'avais évitée, mes parents ne verraient jamais ma valeur. Mais maintenant, de manière définitive et légale, je l'avais néanmoins prouvé. Les jours qui ont suivi la victoire au tribunal ont été étrangement anticlimactiques. J'avais gagné de manière concluante et complète, pourtant il n'y a pas eu de célébration. Le triomphe était assombri par la finalité de ce qui avait été perdu, ou peut-être plus précisément, de ce qui n'avait jamais vraiment existé, une relation saine avec mes parents. Je suis retourné au travail, où la nouvelle du rejet du procès s'était déjà répandue. Mes collègues m'ont félicité mais ont respecté les émotions complexes visibles sur mon visage. Terry a libéré mon emploi du temps de l'après-midi le premier jour de mon retour. Prends du temps, a-t-elle dit doucement. Les victoires juridiques et la guérison émotionnelle fonctionnent sur des échéanciers différents. Ce soir-là, j'ai été surprise par un rassemblement inattendu chez moi. Lisa, Sandra, ma tante Judy et mon oncle Marc, ainsi que plusieurs amis et collègues sont arrivés avec de la nourriture, du vin et des étreintes de soutien. Nous voulions que tu saches que tu n'es pas seul, a expliqué Lisa, en arrangeant des assiettes sur ma table de salle à manger, que j'avais moi-même rénovée l'été précédent. Encore plus surprenant, Terry m'a remis une enveloppe contenant les impressions d'une campagne GoFundMe que mes collègues avaient créée pour aider à couvrir mes frais de justice. Nous avons récolté 8 000 $, a-t-elle dit. L'histoire a touché beaucoup de gens, Lucie. Ta détermination les a inspirés. Submergé par leur générosité, j'ai pris une décision sur le champ. Je ne peux pas accepter cet argent. La juge a accordé les frais de justice, qui devraient éventuellement couvrir mes coûts. Alors qu'aimerais-tu en faire, a demandé Sandra. La réponse est venue immédiatement. Créer une bourse pour les étudiants indépendants comme je l'étais. Des jeunes qui subviennent à leurs propres besoins et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour atteindre leurs objectifs. Cette décision a conduit à la création du Fonds des boursiers autonomes, que j'ai établi par l'intermédiaire de la Fondation communautaire locale. L'argent initial de GoFundMe a augmenté grâce aux contributions d'autres personnes, finançant finalement plusieurs bourses chaque année. Le procès avait révélé des vérités douloureuses, mais il avait aussi clarifié les limites nécessaires. J'ai rédigé une lettre à mes parents décrivant mes conditions pour tout contact futur, le respect de mon indépendance, la reconnaissance de leur comportement nuisible et une thérapie familiale s'ils souhaitaient reconstruire une relation. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé mais je n'attendais aucune réponse. Je me suis plutôt concentré sur le traitement de l'expérience et sur ma croissance personnelle. J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, le Dr Winslow, qui m'a aidé à reconnaître les schémas que j'avais normalisés et à développer des attentes plus saines. Votre capacité à créer de la stabilité malgré votre éducation est remarquable, a noté le Dr Winslow lors d'une séance. Mais reconnaître la douleur ne diminue pas votre force. Cela l'augmente en fait. Pendant 3 mois, je n'ai eu aucun contact avec ma famille immédiate. Pendant ce temps, j'ai renoué avec des membres de la famille élargie qui s'étaient éloignés de mes parents des années auparavant. Grâce à ces conversations, j'ai mieux compris le comportement de mes parents. Ta mère a toujours mesuré sa valeur par le statut et les apparences, m'a expliqué ma tante Judy autour d'un café. Quand tu as refusé de jouer selon ses règles, tu as défié tout son système de valeurs. Pendant ce temps, ma vie professionnelle a prospéré. La concentration que j'avais auparavant dirigée vers ma défense contre le procès de ma famille a maintenant alimenté mon avancement de carrière. J'ai été promu agent senior chez Horizon avec ma propre équipe d'agents juniors à encadrer. Mon expérience personnelle m'a inspiré à lancer un blog sur l'indépendance financière pour les jeunes adultes. Écrire sur mon parcours, anonymement au début, puis de plus en plus ouvertement, m'a mis en contact avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires.
Le blog a finalement conduit à des conférences dans les lycées locaux sur la planification financière pratique. 5 mois après le procès, j'ai reçu une lettre d'un avocat inconnu. Mon cœur s'est emballé, craignant une autre attaque juridique, mais le contenu était inattendu. Kevin avait postulé pour des emplois après son diplôme mais avait du mal à trouver un emploi. Mes parents, confrontés enfin à la réalité financière, ne pouvaient plus le soutenir. La lettre était une demande formelle pour savoir si j'envisagerais de l'employer chez Horizon. J'ai refusé poliment mais fermement. 6 mois après le procès, une communication encore plus surprenante est arrivée, une lettre manuscrite de mon père. Le ton était différent de tout ce que j'avais reçu de lui auparavant, humble et réfléchi. J'ai eu le temps de réfléchir au chemin que notre famille a pris, a-t-il écrit. Bien que je ne puisse pas effacer le passé, je veux que tu saches que je reconnais le mal que nous avons causé. Ta mère a du mal à l'admettre, mais je ne peux plus prétendre que nous avons agi de manière appropriée. Si tu es d'accord, j'aimerais que nous nous rencontrions, juste nous deux. Après en avoir discuté avec le docteur Winslow, j'ai accepté de rencontrer mon père dans un café neutre. L'homme qui est arrivé semblait diminuer d'une certaine manière, la figure autoritaire de mon enfance remplacée par quelqu'un de reconnaissablement humain et imparfait. Lucie, a-t-il commencé maladroitement, je ne sais pas par où commencer. La vérité serait un bon début, ai-je répondu calmement. Ce qui a suivi fut une conversation étonnamment franche. Mon père a expliqué que ma mère avait toujours lutté contre l'anxiété concernant la sécurité financière et le statut social. Sa focalisation sur Kevin découlait de sa conviction que les fils étaient une sécurité plus fiable pour les parents dans leur vieillesse, une valeur issue de sa propre éducation difficile. Cela n'excuse pas la façon dont nous t'avons traité, a-t-il reconnu. Mais je veux que tu saches que ce n'était jamais à cause d'un manque de valeur de ta part. C'était à cause de nos propres peurs et de nos échecs. Il a également révélé que ma mère voyait un thérapeute depuis le procès, confrontant pour la première fois des problèmes de longue date. Kevin avait déménagé dans un autre état pour un poste de débutant, faisant enfin face à ses responsabilités d'adulte. Si vous voulez une relation à l'avenir, lui ai-je dit fermement, il y a des conditions, une honnêteté totale, le respect de mes limites et une thérapie familiale si maman veut être impliquée. Il a hoché la tête, comprenant que ce n'était pas négociable. Le chemin pour reconstruire ne serait ce qu'une relation familiale de base a été long et souvent inconfortable. Ma mère a d'abord refusé la thérapie conjointe, puis a accepté à contre-cœur après avoir réalisé que je ne ferais aucun compromis sur cette exigence. Notre première séance a été tendue avec sa posture défensive, ne s'adoucissant que progressivement lorsqu'elle était confrontée à des exemples spécifiques de comportements passés. Je pensais que je te poussais à être la meilleure version de toi-même, a-t-elle prétendu. Non, ai-je corrigé calmement. Vous me poussiez à disparaître. Au cours des mois suivants, de petits pas se sont accumulés. Ma mère n'a jamais réussi à présenter des excuses complètes, mais son comportement a changé de manière notable. Mon père a fait des efforts plus constants pour se connecter, demandant parfois des nouvelles de mon travail avec un intérêt sincère. Le développement le plus inattendu est survenu 8 mois après le procès, lorsque Kevin m'a contacté directement. Il avait des difficultés dans son nouvel emploi et sa nouvelle vie sans les subventions parentales. Je ne sais pas comment tu as fait, a-t-il admis lors d'un appel téléphonique maladroit. Je n'ai jamais réalisé tout ce qu'il faisait pour moi jusqu'à ce que ça s'arrête. Ce n'était pas facile, ai-je répondu, sans me vanter ni minimiser. Pourrait-on peut-être parler un jour de budget et tout ça? Je suis un peu en train de me noyer. Cela a conduit à une réconciliation prudente avec mon frère. Je n'ai pas offert d'aide financière, mais j'ai partagé mes connaissances sur la constitution de crédit, la vie selon ses moyens et le développement de compétences professionnelles. Notre relation ne serait jamais proche, mais elle a évolué vers quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur le ressentiment. 1 an après le procès, j'ai organisé un autre barbecue. Cette fois, en invitant seulement ma famille choisie, amis, collègues et les quelques parents qui m'avaient constamment soutenu. Nous avons célébré non seulement ma maison, mais aussi la communauté que j'avais construite autour de moi. Au cours de ce rassemblement, Sandra a porté un toast à Lucie, qui nous a tous appris que parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas ce qui vous est donné, mais ce que vous construisez pour vous-même. Alors que le soleil se couchait sur mon jardin, qui comportait maintenant un jardin que j'avais conçu et planté moi-même, j'ai réfléchi à combien cet événement était différent du barbecue désastreux d'1 an auparavant. L'absence de toxicité rendait tout plus lumineux, plus authentique. Au cours des 2 années qui ont suivi,
j'ai étendu mon travail pour aider les jeunes à atteindre l'indépendance financière. Le fonds de bourse a soutenu 12 étudiants. Mon blog est devenu une plaque tournante de ressources pour d'autres personnes naviguant dans les dynamiques financières familiales. J'ai récemment commencé à travailler sur un livre sur mon expérience, espérant toucher encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles peuvent construire quelque chose de beau selon leurs propres termes. Ma relation avec mes parents reste compliquée, limitée à des réunions de famille occasionnelles avec des limites claires. Ils ne seront jamais les parents compréhensifs que j'ai autrefois espéré, mais je n'ai plus besoin qu'ils le soient. La famille que j'ai choisie m'entoure d'un soutien sincère, et la vie que j'ai construite témoigne de ce qui est possible quand on croit suffisamment en soi pour continuer d'avancer. À tous ceux qui regardent et qui ont été confrontés à des dynamiques familiales similaires ou se sont sentis non soutenus dans leurs ambitions, j'espère que mon histoire vous rappelle que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui auraient dû vous valoriser le plus. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de croire suffisamment en vous-même pour continuer à construire, une brique à la fois. J'adorerais entendre parler de vos propres parcours vers l'indépendance dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui ne soutenait pas vos rêves? Comment avez-vous géré la situation? Veuillez cliquer sur j'aime sur cette vidéo si mon histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus d'expériences de la vie réelle, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. Souvenez-vous que votre histoire n'est pas encore terminée, et que le prochain chapitre pourrait être le plus beau. Merci d'avoir écouté mon parcours. Je suis Lucie, et j'ai construit ma vie brique par brique, selon mes propres termes. Et vous le pouvez aussi.